Hello, lovely podcast people. Welcome for a new episode of Not Another Nutrition Podcast. Non, c'est faux, j'arrête de prank là. Je ne suis pas l'excellent Martin McDonald dans son podcast Not Another Nutritional ou Nutrition, je sais plus, podcast. C'est Morgan Nutrition. Morgan pour vous faire un épisode solo du podcast. Ça fait un moment que je n'avais pas fait, je n'avais fait 2 ou 3 je crois en solo il y a peut-être 2 mois. Même voilà de retour parce que j'ai enfin un micro convenable. Donc pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Puisqu'évidemment le contenu intellectuel a toujours été de qualité. Mais le contenu audio était un peu exécrable. Donc maintenant j'ai un nouveau micro, un jeune Yeti, qui a un plutôt bon rapport qualité-prix visiblement. Et qui va me permettre du coup de vous faire des podcasts de qualité. On va aller droit au but. Le thème du podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler ça « La marche est le cardio ultime pour perdre du gras ». Alors pourquoi cette idée de podcast ? Parce qu'en ce moment, comme vous le savez tous, ou peut-être pas du tout, je suis en train de perdre du poids, je suis en sèche. Et à chaque fois que je fais une sèche, c'est fréquemment des sujets qui me tournent en tête. Que ce soit la gestion de la faim, que ce soit la vitesse de perte de poids, que ce soit le type de cardio qui est idéal, que ce soit l'utilisation de certains compléments alimentaires spécialement pour la perte de graisse, et autres bien sûr. Donc, pourquoi cette réflexion ? Parce que, voilà, ça fait désormais 2 mois que je cut, progressivement on baisse les calories, et par curiosité, j'ai décidé de resurveiller mon nombre de pas par jour, donné que je ne traquais pas auparavant parce que j'avais pas de montre connectée et que sur mon ancien téléphone, j'avais pas de données sur mes steps au quotidien. Maintenant que je suis revenu sur un iPhone, j'ai à nouveau l'application santé qui me permet de compter mes pas. Et du coup, j'ai décidé de surveiller mon nombre de pas. Premièrement, pour s'assurer qu'il baisse pas trop, parce qu'on sait que lors d'une perte de poids, notre NEAT a tendance à baisser, donc c'est à surveiller. NEAT, pour rappel, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités physiques quotidiennes qui ne sont pas de l'exercice structuré. Aujourd'hui, on va parler de la marche, mais si on marchait sur tapis, c'est une activité structurée parce qu'on décide d'une certaine durée, d'une certaine distance, d'une certaine vitesse, d'une certaine inclinaison du tapis peut-être, ce qui en fait un exercice structuré, réellement encadré. L'idée du NEAT, c'est plutôt que c'est des activités physiques que vous ne contrôlez pas, que vous faites spontanément. Pour vous donner quelques exemples, ça va être vous faites le ménage chez vous. C'est pas une activité physique que vous comptez spécialement, je veux dire volontairement. Vous vous dites pas tiens mon cardio de la journée c'est de faire le ménage, c'est de débarrasser de la vaisselle. Autre exemple, peut-être un peu plus parlant, vous êtes au téléphone, peut-être que voilà, vous recevez un coup de fil. Vous avez peut-être remarqué que, fréquemment ou pas, lorsque vous êtes au téléphone, vous vous mettez à marcher un petit peu en rond chez vous. Et peut-être que lorsque vous êtes en période de perte de poids, vous avez tendance à rester plutôt assis. Voilà, ça c'est du NEAT. Le NEAT, ça peut même aller jusqu'à la fréquence à laquelle vous battez des cils. Ça peut aussi être lorsque vous êtes au bureau et que vous travaillez, le fait ou non de taper du pied, vous voyez, de rebondir un petit peu de la jambe, un petit peu comme si voilà, vous étiez excité et que vous ne pouviez pas tenir en place. Ça également c'est du NEAT. C'est pas une activité physique que vous contrôlez volontairement, mais ça reste la dépense calorique qui pour le coup est spontanée. Aujourd'hui on va parler de la marche, qui du coup est entre le NEAT et l'activité physique volontaire en fait, spontanée, enfin non spontanée, pardon, encadrée, étant donné que là on va parler d'utilisation de la marche comme outil de dépense calorique pour faciliter la perte de poids et également le maintien de ce poids perdu une fois que vous avez fini votre sèche. Alors tout d'abord je me suis mis à surveiller mon nombre de pas, donc pour s'assurer qu'il ne baisse pas à mesure que je progressais dans ma période de perte de poids, parce que c'est assez fréquent de voir notre nombre de pas baisser à mesure que l'on réduit nos calories en fait par phénomène compensatoire.
C'est d'ailleurs le principal phénomène compensatoire lorsqu'on est en sèche, hein, donc c'est la principale adaptation, c'est une baisse du NEAT. Donc je me suis mis à surveiller mon nombre de pas et à chercher à le maintenir au moins vers les 7500-8000 pas par jour, et idéalement même plutôt autour des 10 000. Et j'ai utilisé, alors je suis peut-être en train de spoiler la fin du podcast, pardon. On va plutôt parler de pourquoi c'est une bonne chose d'utiliser la marche comme dépense calorique. On reviendra un peu plus tard sur la façon dont moi je répartis ma marche sur la journée. Pourquoi c'est une bonne chose de faire la marche pour la perte de poids ? Eh bien parce que parmi toutes les activités physiques qu'on va pouvoir faire pour dépenser des calories, donc faciliter notre déficit calorique, qui pour rappel est un déséquilibre, c'est-à-dire une plus faible consommation de calories que ce que l'on dépense quotidiennement, hein. Donc pour créer une dette calorique qui va devoir du coup être remboursée, si je peux m'exprimer ainsi, via une dépense de vos propres réserves énergétiques, idéalement de votre tissu adipeux, donc de vos graisses. Parmi toutes les dépenses caloriques qu'on va pouvoir faire, donc considérons ça comme étant le cardio, hein, on va avoir du cardio à différentes intensités. On va avoir peut-être du HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, donc ça va être beaucoup des Tabata, ça va être des sprints intermittents. Bref, l'idée c'est de faire de l'activité intense qui est espacée par des temps de repos actifs, donc un format d'intervalle. Ça va être très fatigant, alors à la fois mentalement et physiquement, mais par contre ça va être le meilleur ratio dépenses caloriques sur temps qu'on puisse créer en fait. Et après on va avoir plutôt de l'autre côté du spectre, ce qui est LISS, L-I-S-S, Low Intensity Steady State Cardio, ce qui va être beaucoup plus de la marche, ce qui va être beaucoup plus du vélo à basse intensité, du rameur fréquemment, ce sera au-dessus de ça comme intensité, donc voilà, plutôt marche et du vélo à basse intensité. Et à l'inverse, avec du LISS, ce qui va être intéressant, c'est que ça fait des activités moins fatigantes en termes de dommages musculaires que ça va créer, peut-être, en termes de stress articulaire, peut-être en termes de demande mentale également. Mais en contrepartie, ça va être de l'exercice qui va dépenser moins de calories à la minute que du cardio haute intensité, donc comme du HIIT. Et vous me direz, pourquoi ne pas juste opter pour la variante qui dépense le plus de calories, c'est-à-dire du HIIT ou du cardio à haute intensité en général ? Eh bien parce qu'il y a d'autres facteurs dans l'équation que ça. C'est pas juste une question de ok, cette activité dépense telle quantité de calories et cette activité elle est telle quantité de fatigante. Voilà, la phrase n'avait aucun sens, mais vous avez saisi l'idée. Il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer dans l'équation, notamment deux. La première, ça va être la possible compensation que vous allez pouvoir, que malheureusement vous allez observer en réponse à cette activité physique. Alors ça va être vachement différent entre les individus, mais selon l'activité physique que vous allez faire, il y a des chances que votre appétit évolue, réponde dans un sens ou dans l'autre par rapport à cette activité physique. Je vous donne un exemple. La musculation, ça a plutôt tendance, en moyenne, à réduire l'appétit ou à avoir un effet neutre. Quelque chose qui va être totalement anecdotique, là il n'y a aucun support scientifique là-dessus, ou du moins j'en avais pas connaissance, mais c'est juste pour illustrer, pour que comme ça vous ayez un petit repère de quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu. On dit parfois que la natation, ça donne faim. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. J'ai pas à ma connaissance, j'ai pas vu d'études sur le sujet, sur la réponse de hausse d'appétit peut-être en réponse à une séance de natation, mais c'était juste pour illustrer que il y a fréquemment une hausse ou une baisse de l'appétit en réponse à une activité physique donnée. Et ce qui va se passer assez fréquemment avec du HIIT et des cardio à haute intensité, ça va dépendre des individus. Certains vont avoir une baisse de leur appétit, mais en moyenne, ça va plutôt mener à une hausse de l'appétit. Ce qui va faire que, pour une certaine quantité d'énergie qui va être dépensée, eh bien, on va sûrement en compenser une partie de cette dépense via une hausse de votre apport alimentaire. Ce qui va faire que, disons que vous avez dépensé, on va prendre des chiffres, 300 calories dans votre séance de cardio. Si en réponse à ça, vous consommez 200 calories supplémentaires, comparé à ce que vous consommez en temps normal, en fait, votre séance de cardio, elle n'a pas été aussi efficace
au global, à l'échelle de votre journée, pas aussi efficace que ce que vous souhaiteriez. Et il y a autre chose à prendre en compte. Là, je vous ai rapidement fait cette parenthèse, enfin plutôt ce point, sur la réponse en matière d'appétit suite à une activité physique, qui fréquemment va être une hausse de l'appétit après l'exercice intense, et quelque chose, un effet plutôt neutre par rapport à la marche, on va y venir après. Et deuxième chose, ce qui va être intéressant de voir aussi, ça va être comment évolue votre niveau d'activité physique sur tout le reste de la journée suite à cette séance-là. Et là, par contre, quelque chose qui est un petit peu plus avéré que la hausse de l'appétit en réponse avec le NEAT, ça va être que, à mesure que l'on ajoute continuellement du surplus d'activité physique sur votre journée, on va avoir un phénomène de compensation qui va être une baisse de votre niveau d'activité physique sur le reste de la journée. Supposons que vous faites votre cardio le midi, voilà, sur votre pause de travail, et que vous allez peut-être à la salle de sport le soir, mais du moins vous faites une demi-heure de cardio en HIIT le midi, disons de midi à 12h30, eh bien il y a des chances que cette séance-là crée de la fatigue, et du coup en fait, crée tant de fatigue, enfin tellement de fatigue, que ça va vous faire réduire votre niveau d'activité physique. Donc là on parle réellement de NEAT sur le reste de la journée. Vous allez vous sentir plus fatigué, vous allez être moins prône en fait, à bouger spontanément sur le reste de la journée. Et à nouveau, on peut faire un calcul. Si votre séance de HIIT de 30 minutes vous a fait dépenser 300 calories, eh bien peut-être que ça va aussi induire une baisse de votre NEAT sur le reste de la journée, au point de réduire votre dépense calorique sous forme de NEAT de peut-être 150, 200 calories. Donc lorsqu'on fait la balance nette de l'effet qu'a eu votre séance de cardio sur votre pause déjeuner, bah, cet effet est plus faible que ce à quoi on aurait pu s'attendre si simplement on vivait dans un monde sans la moindre compensation en réponse à l'exercice physique. Et donc ce phénomène de compensation, il va avoir fréquemment lieu lorsqu'on fait de l'exercice à haute intensité, et il va beaucoup moins avoir lieu lorsqu'on réalise de l'exercice à basse intensité. Il y a quand même des chances qu'il ait lieu, des données qu'on a, mais ça va être bien plus faible, bien plus modéré. Cette compensation, elle va arriver que lorsque vous atteignez des très hauts niveaux d'activité physique. Donc elle est plus faible, elle est plus modérée lorsqu'on réalise plutôt du cardio à basse intensité, comme à nouveau tout ce qui est LISS, Low Intensity Steady State Cardio, donc de la marche, du vélo à basse intensité et autres. Je vous demande 5 secondes, je bois mon café. Le café est trop chaud. Ok, donc plusieurs choses. Possiblement que le cardio à haute intensité va vous donner faim en réponse à cette activité physique. Mais ça reste individuel. Peut-être que vous, après une séance de HIIT, vous vous sentez très bien et ça vous a possiblement coupé l'appétit. Dans ce sens, grand bien vous fasse et vous pouvez en profiter, d'accord. Mais en moyenne, ça a tendance à augmenter un petit peu plus l'appétit que du cardio à plus basse intensité tel que de la marche. Autre chose aussi, mais bon, ça ce serait le sujet d'un autre podcast, le cardio au global, c'est pas le meilleur choix, c'est pas la priorité pour la perte de graisse, parce que supposons pendant votre séance de cardio, vous faites ça sur une machine en salle de sport, votre machine au bout de votre demi-heure de cardio, peu importe l'activité qui a été réalisée, peut-être que la machine va vous indiquer que vous avez dépensé 300 calories. Premièrement, les machines elles sont un peu et vous brosse dans le sens du poil un petit peu, donc vous n'avez pas dépensé 300 calories. Vous avez peut-être plutôt dépensé 240, 250 calories, supposons. Première chose. Ok. Deuxième chose, vous avez fait votre cardio pendant une période d'une demi-heure. Et vous avez dépensé, disons, 240 calories. Sauf que, si vous n'aviez pas fait ce cardio en une demi-heure, simplement en étant là, en vivant sur la planète Terre, en restant devant un télé, vous auriez dépensé des calories. Certainement pas 240 calories, mais vous aurez dépensé les calories qui correspondent à votre taux métabolique de base, même en ayant fait une sieste ou en étant resté allongé devant la télévision. Donc en fait, les calories bonus que vous avez gagnées, entre guillemets, avec ce cardio, c'est pas vraiment 240 calories, c'est 240 moins les calories que vous auriez dépensé, la syntaxe
la conjugaison, au repos. Donc c'est moins de 240 calories. Donc vous pouvez pas vous dire ah très bien, je change rien à ma diète et juste en faisant du cardio, eh bien je crée mon déficit calorique. Donc ça c'est la deuxième chose. Je répète, première chose, les machines vous brossent dans le sens du poil. Deuxième chose, vous auriez dépensé des calories dans tous les cas en restant au repos. Donc il faut faire la soustraction pour savoir les calories entre guillemets bonus. Et troisième chose, comme je vous ai dit juste avant, certainement qu'il va y avoir un phénomène de compensation qui va faire que si vous avez fait une demi-heure de vélo elliptique le midi, peut-être que le reste de la journée vous allez être un petit peu moins actif. Peut-être que vous allez faire 500 pas de moins, 1000 pas de moins. Et à nouveau, c'est une dépense calorique qui va être perdue sur le reste de la journée. Donc en réalité, le gain net que vous avez à faire du cardio structuré, il est plus faible que ce à quoi on pourrait s'attendre juste mathématiquement en voyant le chiffre sur la machine de cardio. Ok. Bon, on va en venir à la marche, parce que c'est quand même le sujet du podcast et ça fait 16 minutes que j'enregistre désormais. Attendez, je me recaféine la tronche. Délicieux café, parce qu'il est aromatisé avec des Flav Drops goût banane de chez MyProtein. Je recommande et je ne suis pas sponsorisé, malheureusement. Ok, la marche, pourquoi marcher? Parce que on en revient, petite conclusion, voilà, on fait un premier petit point. Pourquoi je me suis dit que j'allais marcher davantage? Premièrement, parce que c'est une activité qui est moins compensée sur le reste de la journée que du cardio à plus haute intensité. Deuxièmement, parce que c'est une activité qui ne va pas augmenter ma faim, alors que ce serait peut-être le cas, moi personnellement j'ai remarqué que c'était mon cas, après les séances de HIIT. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai dit que du cardio à plus haute intensité, ça avait un petit peu plus tendance à augmenter la faim que de la marche. Ok. Mais d'ailleurs, il n'y a pas juste la faim. Ce qu'on observe dans les recherches, c'est parfois une hausse de la faim, mais aussi juste fréquemment une hausse de la consommation calorique, post-séance, un petit peu en matière de récompense. Surtout si l'activité a été vécue comme étant pénible, ce qui peut être le cas notamment chez les débutants. Donc il y a un peu ce phénomène de récompense de waouh, ma séance de cross-training, de crossfit ou autre, elle était dure. J'ai bien transpiré, j'ai dû brûler beaucoup de graisse. Chose que pourraient se dire des personnes débutantes assez peu éduquées encore pour l'instant. Et du coup, fréquemment, ces personnes vont vouloir s'attribuer un petit plaisir, une petite récompense, qui va être un snack fortement calorique. Et à nouveau, voilà, ça peut être un phénomène compensatoire qui est même pas lié à la faim, mais plutôt à cette logique de récompense. Ok. Donc, c'est moins fatigant, la marche, que du HIIT. Moins ce phénomène de hausse de la faim. Moins de compensation, certainement, sur le reste de la journée. Et même, il y a simplement des bienfaits à la marche pour la santé et qui seraient certainement uniques à votre nombre de pas. Ça, c'est encore le sujet pour un autre podcast. Mais les bénéfices de santé que vous avez à faire de la musculation sont différents des bénéfices de santé que vous avez à faire du cardio à haute intensité et sont encore un peu différents des bénéfices de santé que vous avez à être simplement actif. Il y a eu des données sur ça assez récemment ces dernières années sur simplement en fait l'étude de y a-t-il réellement intrinsèquement un souci dans le fait d'être sédentaire? C'est-à-dire y a-t-il intrinsèquement un souci dans le fait d'avoir un bureau, un métier au bureau où on reste assis 5, 6, 7, 8 heures par jour, même en faisant du sport? C'est-à-dire que est-ce que faire 1 heure de sport le soir, ça compense une sédentarité totale sur vos horaires de bureau, sur la journée, avec vos 3 heures de boulot le matin et 4 heures de boulot l'après-midi, à rester vraisemblablement assis la majorité du temps, à part pour prendre une légère pause café en restant debout. Et il semblerait que ça pose souci simplement de rester assis pour des longues périodes de temps. Et donc, c'est le sujet pour un autre podcast, mais entrecouper ça avec des périodes de marche idéalement, mais même plutôt juste des périodes de travail en étant debout, semblerait apporter des bénéfices de santé, alors que ce serait même pas vraiment une réelle séance de sport, de se lever et se dégourdir un petit peu les jambes 3, 4, 5 minutes. Ok. Donc la marche, c'est un cardio qui va dépenser moins de calories par unité de temps, d'accord, que du HIIT, mais c'est moins fatigant, moins de compensation pour l'appétit et autres. Et pourquoi je favorise la marche par rapport à ce cardio haute intensité aussi? C'est parce que c'est vraiment pratique pour moi de l'incorporer au quotidien. Je m'explique. En ce moment,
j'ai pas mal de temps pour m'entraîner honnêtement en salle de sport. Et du coup, je suis en mesure de marcher un petit peu au début de ma séance, 15-20 minutes, et de marcher un petit peu à la fin de ma séance, 10-15 minutes. Voilà. Inclinaison 3 degrés, pardon, 6,2 km/h, d'accord. Donc là, j'ai un petit peu de marche. J'ai aussi de la marche en début de journée, fréquemment quand je vais faire une promenade en forêt, qui a un petit peu un effet double en matière de santé, parce que à la fois, évidemment, ça me permet de faire mes pas quotidiens, et le nombre de pas par jour est fortement corrélé avec en fait l'espérance de vie, la longévité tout simplement. Mais à nouveau, ça ce sera le sujet pour un autre podcast ou même une autre publication Instagram. Ça me permet aussi de prendre la lumière du soleil en début de journée, qui on le sait désormais est une variable importante, est un paramètre important pour la régulation de votre rythme circadien et la qualité de votre sommeil chaque jour. J'en étais où? Alors oui, donc de la marche le matin, de la marche avant et après la séance. Et une dernière raison qui fait que je choisis le plus possible d'éviter le cardio à haute intensité, vraiment formel, même si évidemment, là, je vous parle de la marche comme étant une activité que je planifie à l'avance. L'autre activité qui fait que j'essaie tant que possible d'éviter de faire du cardio formel, réellement quantifié, réellement intense sur une machine et autres, c'est que c'est pas toujours durable en fait, de mettre du cardio chaque semaine. Parce que si pour une raison ou une autre, supposons que je n'ai plus le temps de faire autant d'activité physique, que je suis plus en mesure de faire du cardio à haute intensité, parce qu'avec la sèche, je suis trop fatigué. Qu'est-ce que je fais si cette option elle est plus d'actualité? Si habituellement je faisais du vélo elliptique, que là c'est plus le cas, que je suis plus en mesure d'en faire. Si habituellement je faisais des sprints, que là c'est plus le cas, je suis plus en mesure d'en faire. Ou alors que je change d'environnement, je change de salle, j'ai plus les machines qui me permettent de faire ça. La marche, je pourrais toujours la faire. Je pourrais toujours trouver des moments de ma journée pour aller marcher après un repas, pour aller marcher au réveil. Parce que même dans les journées les plus occupées, vraisemblablement que vous avez plus de temps que ce que vous pensez à attribuer à votre dépense calorique, à votre NEAT, même si encore une fois la frontière entre NEAT et activité physique quantifiée, planifiée, elle est parfois franchie cette limite-là lorsqu'on parle de la marche. Parce que si vous marchez volontairement parce que vous aimez vous promener, pardon, donc vous marchez un petit peu pour votre plaisir de la balade, c'est certainement du NEAT. Si vous marchez en vous disant que vous allez hausser votre dépense calorique, c'est plutôt de l'activité physique spontanée. Même si c'est moins, surtout de la marche en plein air, c'est moins quantifié, structuré que la marche sur tapis en salle de sport. Mais quelques recommandations pratiques pour les auditeurs qui sont là depuis 22 minutes et 54 secondes. C'est de surveiller tout d'abord, dans un premier temps, dans un but d'observation, je dirais, votre nombre de pas par jour. Et je vous recommanderais de chercher à être au moins autour des 7000 pas par jour. C'est là qu'en termes de santé, on a un premier palier intéressant. Après, les effets s'estompent, même s'ils continuent d'exister. Cherchez à atteindre au moins vos 7000 pas par jour. Et 7000 pas par jour, tous les jours. 7000 pas par jour en moyenne, ça vous ferait du 56 000 pas par semaine, d'accord? Mais il y a surtout un intérêt à avoir ce niveau d'activité physique maintenu tous les jours, parce que ça se compense pas en fait. Vous ne pouvez pas faire une journée à 12 000 pas et le lendemain une journée à 2000 pas et espérer avoir les mêmes bénéfices de santé que si vous faisiez 7000 pas tous les jours de façon constante chaque jour de votre semaine. Ok. Premièrement, observez votre nombre de pas. Deuxièmement, cherchez à l'amener vers les 7000 pas par jour. Et voilà, troisièmement, si jamais vous n'arrivez pas à faire vos 7000 pas par jour, mes recommandations, ce seraient les suivantes. Cherchez à trouver des moments dans votre journée que vous pouvez dédier à une petite promenade comme ça. Ceux qui ont un chien sont fréquemment dans les 15 000 pas par jour en le promenant. Ceux qui n'en ont pas, donc à promener leur chat en laisse. Ou non, j'allais me faire ban du podcast. La marche le matin, ça fonctionne bien pour cet effet double avec l'exposition à la lumière du soleil en début de journée. Ce sera peut-être à nouveau le sujet d'un autre podcast, mais c'est bénéfique pour la régulation de votre rythme circadien et la qualité de votre sommeil. Et sinon, d'autres timings, j'ai encore 2 autres timings pour vous, ce serait post-repas, parce que ça pourra améliorer la régulation de votre glycémie. Donc peut-être qu'il y aura une amélioration de votre P ratio, donc de la répartition des nutriments, donc où vont les nutriments après un repas. Et ça, c'est notamment le cas, notamment intéressant pour des gens qui sont en situation de diabète ou de prédiabète. Mais à nouveau, c'est le sujet pour un autre podcast. Et troisièmement,
et c'est ce que moi j'incorpore désormais, un petit peu de marche au début de vos séances et à la fin de vos séances. C'est ce que je recommande personnellement à mes clients, parce que la marche en début de séance, elle va vous permettre de vous échauffer, de vous concentrer sur votre séance, de regarder peut-être votre carnet d'entraînement pour voir ce que vous avez à faire sur cette journée-là précise. Et la marche en fin de séance, dans tous les cas, c'est pas très dur à affronter, parce que la marche c'est assez simple. Vous avez un timer, vous savez la quantité que vous avez à faire, c'est pas dur à affronter, hein. C'est pas mentalement compliqué. Et ça peut même vous servir un petit peu de retour au calme, après votre séance, si vous avez le temps évidemment. Donc voilà, les 3 timings ce serait ça. Le matin pour exposition au soleil, de 1. Deuxièmement, post-repas pour la digestion et peut-être une meilleure régulation de votre glycémie. Petit effet sur le partitioning ratio. Et troisièmement, avant et après la séance. Parce qu'en tous les cas, vous êtes déjà à la salle de sport. C'est facile de timer votre durée de marche. Facilement quantifiable. Mais à nouveau, là, du coup, on franchit un petit peu la barrière du NEAT. Une dernière chose que j'ai pas spécialement mentionnée dans ce podcast, parce que je pense que c'est pas le plus pertinent, mais on va quand même en parler, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête là pendant ce podcast, c'est que évidemment on va utiliser des substrats énergétiques différents selon peut-être la durée, mais sûrement l'intensité dans un premier temps de l'activité cardio qui est réalisée. Vous avez peut-être vu ça dans des cours de physio, vous avez peut-être vu ça sur des posts Instagram. Voilà, fréquemment, ce que vous savez, c'est que sur des activités physiques intenses, courtes, prenons du HIIT, prenons des sprints, parmi la dépense calorique, on va utiliser peut-être principalement des stocks de glycogène, les glucides qu'on a dans notre sang, donc une partie de notre glycémie également, glycogène hépatique aussi peut-être, après les glycogènes musculaires sûrement, et peut-être qu'on pourrait se dire que c'est pas spécialement le meilleur substrat énergétique pour la perte de graisse, parce que nous on chercherait directement à brûler peut-être du tissu adipeux. Alors que à l'inverse, plus l'activité est basse intensité, plus l'activité est longue, et bien plus on va utiliser comme source d'énergie des acides gras, d'accord, donc du tissu adipeux, qui sur le papier serait ce qui nous intéresse le plus. Honnêtement, c'est vraiment pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment juste la dépense calorique. Parce que si votre activité en HIIT, en sprint, vous fait brûler plus de glycogène et un peu moins de graisse qu'une activité à plus basse intensité, c'est pas spécialement grave, parce qu'en fait, sur le reste de la journée, ça veut dire que si vos stocks de glycogène sont plus bas, vous allez vraisemblablement utiliser davantage d'acides gras, davantage de tissu adipeux comme source d'énergie sur le reste de votre journée. Et à l'inverse, si votre activité physique vous a fait dépenser principalement des réserves de tissu adipeux, donc voilà, si vous avez marché et que vous avez utilisé principalement du gras comme source d'énergie, eh bien sûrement que vu que vos stocks de glycogène sont un petit peu plus élevés, certainement que sur le reste de votre journée, vous allez utiliser plus de glycogène comme ressource énergétique pour votre fourniture d'énergie. Donc au final, ça s'équilibre vraiment et ça n'a pas vraiment d'importance. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a appris évidemment sur tout ce qui est recherche sur le cardio à jeun comparé à du cardio en ayant mangé juste avant. Même si le substrat énergétique utilisé précisément pendant la période d'activité physique diffère, au final, ce qui nous donne une indication, ce qui est le meilleur prédicteur de la perte de graisse, ça va être la dépense calorique de cette activité physique là donnée. Bon voilà, c'était un podcast d'un peu moins d'une demi-heure, j'ai essayé de garder ça relativement court. J'espère que c'était très clair. On va résumer un petit peu pourquoi marcher pour la dépense calorique et pour les bienfaits de santé, évidemment, mais surtout pourquoi marcher au lieu de faire du cardio un peu plus formel, structuré, à plus haute intensité. C'est que ça va être un petit peu moins fatigant. Donc de 1, la fatigue. Deuxièmement, ça va être moins compensé en matière de dépenses caloriques comparé à une activité physique à plus haute intensité. Et troisièmement, sûrement que ça aura un effet plus modeste, plus limité sur votre faim, malgré que ce soit quelque chose de vachement variable selon les individus, donc à expérimenter avec vous. En termes de quantité, je vous recommande de chercher à viser au moins 7000 pas par jour, même s'il y aurait bien sûr des bienfaits à aller au-dessus. Parce qu'en fait, en termes de bienfaits de santé, on observe des progrès linéaires jusqu'à des nombres de pas vraiment aberrants.
quelque chose comme du 20 000, 30 000, 40 000 pas même, ce qui est assez marrant, parce qu'on pourrait presque dire que si vous marchez 60 000 pas par jour, vous allez finir totalement immortel. Mais je vous ferai peut-être un podcast sur vraiment quelle serait sur le papier, théoriquement, la meilleure répartition d'activité physique, parce que comme je vous l'ai dit brièvement, il y a des bienfaits de santé différents entre l'entraînement à distance, du cardio haute intensité, et du cardio plus basse intensité. C'était l'épisode je ne sais pas combien du Calisthenics Science Podcast. À bientôt les auditeurs, et si vous avez des questions, c'est soit en commentaire sur YouTube, soit par DM directement sur Instagram, @Morgan Nutrition.